À Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h01, on est en direct pour une émission exceptionnelle, on vit pas dans la même France, cette émission qui permet de vulgariser la politique, de la rendre plus accessible, où on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent quasiment jamais. Un problème de communication certainement, moi je le dis, il y a un problème de com chez les politiques. Ils n'arrivent pas à parler français. On les comprend pas, les gars. En fait, ils parlent trop bien le français, justement, je crois, pour nous. Mais bon, bref, du coup, le soir, on se fait un petit débat, voilà, tous les soirs. C'est sympathique, c'est agréable, où on comprend un peu plus les choses parce qu'on fait intervenir les influenceurs. Alors, les influenceurs, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on peut pas leur enlever ce talent. C'est qu'ils arrivent à fédérer des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes et qui débattent chaque soir avec leur code à eux, leur manière de parler et ils mettent un petit peu en panique les politiques. On a eu des scènes très sympathiques sur Sud Radio et on est ravis de faire cette émission. Merci à Sud Radio de nous laisser cette opportunité tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h. Je suis bien sûr accompagnée de Mathias. Bonsoir Mathias. Bonsoir Magali, comment tu vas ? Écoute, je vais très bien Mathias. Non, tu vas pas très bien. Faut dire la vérité aux gens. Tu dis ? Faut dire la vérité aux gens. Tu es frigorifié. Exactement, j'ai attendu 15 minutes devant. Mais oui, alors Florian avait plus de batterie, j'avais plus de batterie. Et Florian, c'est le producteur de l'émission. Et on s'excuse. Et la dame a perdu son badge aussi. C'est voilà. bien non, qu'elle pas du tout. Je suis venue sans sac à main, c'est tout. Je suis venue les mains dans les poches avec mon téléphone. Toi sans sac à main, mais c'est... il a été vendu hier sur Whatnot, c'est ça ? Pas du tout. Je me le garde, désolée. Alors, le mien, il est chez moi. Alors, ce soir, on parle d'un sujet hyper intéressant, mais qui nous touche tous, parce que, enfin, tous, oui, je pense que ça nous touche tous. L'école, les enfants, on est tous allés à l'école. On a tous des enfants. Voilà, ou soit on y est allé, soit on a les enfants. Bref, les enfants sont-ils devenus plus dangereux qu'avant, ou est-ce l'école qui n'est plus capable d'assurer un cadre sécurisé ? C'est un vrai débat, notamment avec ce qui s'est passé hier. On va revenir sur le sujet. Tout d'abord, je reçois ce soir Salim Benjilani, qui est spécialiste en communication juridique et militant politique, qui va débattre de ce sujet avec Julien BRK, influenceur engagé sur TikTok. Alors, je vais vous présenter tous les deux. On va commencer par Julien BRK, qui est notre influenceur, qui est en visio. Merci Julien d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous. On est ravis de vous avoir. Alors Julien, vous êtes un professionnel dans le secteur de la sécurité et créateur de contenu engagé. C'est ça, effectivement, dans le domaine de la sécurité. Je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années, plus particulièrement sur la plateforme TikTok ainsi que Clapper, où je parle pas mal de faits d'actualité, des choses qui se passent de la vie de tous les jours. Vous avez combien d'abonnés ? Sur Clapper, j'ai un compte certifié. J'ai débuté il y a 2 mois, j'ai 20 000 abonnés. Et sur TikTok, j'ai 128 000 abonnés, mais sur mon 5e compte, de 100 et quelques abonnés en fait. D'accord. Voilà, donc on va dire que normalement, je devrais avoir à peu près entre 600 et 700 000 euros. 700 000 euros, on vous le souhaite. 700 000 abonnés. On vous le souhaite. 700 000 abonnés depuis le temps, quoi, voilà. J'aimerais bien vous avoir, effectivement. L'émission commence bien. On confond les followers et les euros, mais ça arrive à tous les influenceurs, vous inquiétez pas. Mais il disait que c'était le 5e compte que vous créez, c'est ça ? Sur TikTok ? Au début, un peu, si vous voulez, sur TikTok, on connaît pas très bien la plateforme et pour rien, des fois, ils vous bannissent pour pas grand chose, malheureusement. Oui, c'est vrai. Et voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et alors, après, il laisse passer des dingueries et des comptes d'harcèlement, des choses horribles, terribles, et ils bannissent des fois les comptes, on ne sait pas pourquoi. Alors, vraiment, des comptes, moi j'ai eu affaire à des influenceurs qui m'ont appelé en panique parce que leur compte sautait, et vraiment, pour le coup, sans aucune raison. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Et moi, je tiens à dire publiquement, parce que les gens ne le savent pas, ils pensent que les influenceurs sont hyper privilégiés, mais on n'a même pas de contact avec les plateformes. C'est-à-dire, si votre compte saute et vous mettez tellement d'années à acquérir 200, 300 000, c'est un travail monstrueux, et d'un coup ça saute sans explication, et puis vous savez pas qui appeler, ils vous répondent pas, il y a pas de service je dirais spécial pour les influenceurs, on n'a pas vraiment de contact en direct. Alors c'est au petit bonheur la chance ou avec le réseau qu'on peut se construire, mais ils pourraient faire une petite ligne online, non ? Effectivement, c'est un réel problème parce que le problème, c'est que quand on perd son compte, qu'on ne peut pas le réactiver, bon, après, quand on est suivi, quand on est un petit peu viral sur les réseaux sociaux, on arrive à récupérer sa communauté. C'est pour ça que des fois, il faut préparer quand même un 2e compte de secours, au moins pour être
pour être tranquille, mais c'est vrai qu'ils n'ont rien mis en place. Et quand on voit comment ça se passe sur les réseaux sociaux, il y a des comptes, on fait de la prévention, ça se passe bien pour avertir les gens de certaines choses. Ceux qui font des choses négatives, on voit des mineurs, tout ça, ça reste sur la plateforme, on voit de l'harcèlement, des escroqueries. Ça, par contre, ça pose pas de problème. Exactement. On comprend pas. Vous avez raison. Alors aujourd'hui, vous utilisez votre plateforme pour partager vos valeurs, vos réflexions et sensibiliser le public à certaines causes. À travers vos prises de parole, vous défendez la bienveillance, l'authenticité et la tolérance. C'est ça, effectivement. Donc, j'essaie de faire beaucoup de prévention, de partager pas mal de faits d'actualité, de réagir dessus, de sensibiliser beaucoup les gens par rapport aux faits d'actualité, parce qu'il y a des choses qui ne se partagent pas et les Français ne sont pas trop éclairés par rapport à certaines choses qui se passent actuellement sur le territoire français. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux et ce que je fais sur l'application, ça permet de le partager des fois en masse avec toutes les personnes qui repartagent un peu toutes ces publications et les lives où je peux avoir quand même pas mal de monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur les réseaux sociaux ? Alors, vous allez un petit peu rigoler. Alors au début, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Je m'étais séparé malheureusement. Et à un moment donné, je me suis senti un petit peu plus seul et je me suis dit, tiens Julien, pourquoi tu n'irais pas un petit peu sur les réseaux sociaux pour essayer de faire des bonnes choses, d'aider un petit peu. Parce qu'au début, je suis parti un petit peu sur un peu lanceur d'alerte pour dénoncer certaines choses sur les réseaux sociaux qui étaient pas conformes, qui ne respectaient pas les règles et aider un petit peu les gens. Et je m'y suis pris goût et après j'ai fait ma communauté et au fur et à mesure j'ai évolué. Après, on y prend. Alors, c'est pas une addiction parce que du jour au lendemain, moi, je peux personnellement arrêter parce que c'est pas ce qui me fait gagner mon pain. Mais voilà comment je suis arrivé au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Mais du coup, vous avez retrouvé une copine ou pas ? Sur les réseaux ? Sur les réseaux ? Ah non, pas du tout. Non, pas sur les réseaux. Non, dans la vie de tous les jours, j'avais retrouvé une copine. Actuellement, je suis célibataire, bien sûr, mais j'avais retrouvé une copine depuis quand même. Petite annonce non. pour toutes celles qui nous regardent. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les réseaux sont devenus un endroit dangereux où il faut faire de la pédagogie ? Alors, les réseaux sociaux, effectivement, c'est une arme qui est formidable. C'est une arme formidable pour aider son prochain, pour partager des bonnes choses, faire de la prévention, médiatiser certaines choses qui ne sont pas médiatisées dans la vie de tous les jours, qui restent un petit peu enfouies. Mais par contre, à contrario, c'est une véritable arme destructrice. Et on l'a vu très récemment, il y a quand même un influenceur récemment qui est décédé à cause du cyberharcèlement qu'il a pu avoir sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent là-dedans. Et c'est là où c'est très dangereux. Oui, je confirme. Alors, on reçoit en face de vous ce soir, Julien, Salim Benjilani. Bonsoir Salim. Bonsoir Magali, bonsoir Ravi à tous. de vous avoir avec nous. Alors vous êtes spécialiste dans la communication juridique. Engagé dans le débat public et les combats politiques, vous êtes communicant politique. C'est ça. Vous conseillez des personnalités politiques dans leur com digital, donc la communication sur leurs réseaux sociaux, notamment Rachida Dati par exemple. Alors je conseille principalement les cabinets d'avocats. Donc j'en conseille 2 actuellement. Un cabinet spécialisé en droit public et éthique des affaires et un deuxième cabinet spécialisé en droit du travail et droit social. Très bien. Et je conseille aussi, à côté de mes études et mon statut de freelance, Rachida Dati pour la mairie de Paris. Donc je suis dans le pôle de la communication et je milite pour son groupe Changer Paris. Du coup, les éboueurs, c'est grâce à vous ? Alors c'est pas grâce à moi parce qu'on est beaucoup à la communication, mais je fais partie de ce pôle-là. Alors un communicant politique sur les réseaux sociaux, ça fait quoi exactement ? Alors ça fait beaucoup de veille sur ce qui se dit en ligne, à la télé, sur les réseaux sociaux aussi. Ça crée des visuels sur Canva. Ça partage des informations, ça publie, ça commente, ça repartage. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Rachida Dati, si elle poste quelque chose sur ses réseaux sociaux, derrière, c'est vous qui avez fait le montage, la vidéo, tout ça ? C'est ça. Il y a toutes ces équipes de communicants qui sont derrière les créations. D'accord. Et aujourd'hui, alors, Rachida Dati, qui est une ministre, vous êtes combien de communicants autour d'elle ? Elle a une équipe de combien de communicants sur les réseaux sociaux ? Alors, ils sont nombreux, je n'ai pas le nombre exact en tête, mais je pense qu'on est autour d'une vingtaine de communicants pour le groupe Changer Paris. Ah, pour le groupe entier. Pour le groupe. D'accord, pas pour Rachida Dati particulièrement. Non, pour le groupe. D'accord, ok. C'est énorme quand même. Ah oui, c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Et vous avez accès à ces réseaux sociaux ? Non. Ah ouais, j'ai envie de savoir les potins. Ah ouais, non, je les ai pas. Non, on est en groupe, on est un groupe dans lequel Rachida Dati n'est pas, mais on se partage des informations et on se les transmet comme ça. Et il y a quelqu'un qui poste pour elle ?
Ça, j'ai pas l'information. D'accord, ok. Je sais pas si on pose pour elle, mais j'imagine que oui. D'accord, ok. C'est important pour vous la communication digitale justement pour les politiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est obligatoire en tant que politique de communiquer sur les réseaux sociaux? Parce qu'on voit, nous on reçoit beaucoup de politiques tous les soirs. On en reçoit des sénateurs, des députés, des ministres plus ou moins jeunes, plus ou moins à la page sur les réseaux. Est-ce que pour vous aujourd'hui on ne peut pas être politique si on ne sait pas se servir de ces réseaux sociaux? C'est hyper important pour moi que les politiques soient sur les réseaux sociaux. Justement, on sait qu'il y a une distance entre les jeunes et les personnalités politiques aujourd'hui, et il faut leur parler, il faut qu'ils soient aussi représentés, notamment sur les listes, et je pense que c'est un des problèmes qu'on a, parce que les jeunes se sentent trop à l'écart des décisions qui sont prises dans les lieux de pouvoir. Pour vous, le number one de la com sur les réseaux, c'est qui aujourd'hui? Voilà, je vais me faire un peu cramer, mais... Non, mais allons-y. Alors, déjà, Rachida Dati, je la trouve exceptionnelle sur la communication son boulot, lui. à Paris. Mais elle est très forte, objectivement. Sarah Knafo, qui vient de rentrer dans la course aussi, a une très bonne communication. Et, qui ça? Sarah Knafo. D'accord, ok. Je trouve que sa communication est pas mal. Ouais. Elle a quand même fait le lancement de sa campagne sur TF1, sur le JT. Et sinon, Gabriel Attal. Elle a une très belle équipe de com, notamment avec Samuel Lafont, Sarah Knafo. Moi, je l'ai rencontrée quand j'ai fait les immersions à candidats présidentiels, qui s'occupait de la com de Éric Zemmour, qui est exceptionnel. Samuel Lafont, c'est un petit génie. Hein. Ouais. Après, ils savent s'entourer, c'est bien, voilà. Et le pire, alors vous allez me donner le nom du pire communicant sur les réseaux sociaux dans le monde politique, mais juste après cette petite pause sur Sud Radio, restez avec nous tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h13, nous sommes en direct, voilà, sur un sujet très poignant ce soir encore. On a une semaine très mouvementée, très poignante. Voilà, chaque sujet était intéressant et impactant et important pour nous. Ce soir, c'est les élèves sont-ils devenus plus dangereux qu'avant, ou est-ce l'école qui n'est plus capable d'assurer un cadre sécurisé dû à ce qui s'est passé? On sait qu'il y a une professeure qui a été poignardée là il y a très peu de temps. Donc finalement, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est nos jeunes qui deviennent de plus en plus violents, ou est-ce que c'est l'école qui ne sait plus faire son travail? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour débattre de ce sujet, on reçoit Salim Benjilani, qui est spécialiste en communication juridique et militant politique, et qui s'occupe de toute la communication digitale de certains politiques, notamment de Rachida Dati et d'autres, hein, je crois, du coup tous les membres du parti de Rachida Dati, c'est ça? Ils sont plusieurs, on fait beaucoup de visuels pour tous les membres du parti. C'est les LR du coup? C'est LR. D'accord, ok, très bien. Et on reçoit face à vous Julien BRK, qui est influenceur engagé sur TikTok, qui représente avec ses plusieurs comptes TikTok plus de quasiment 700 000 abonnés, c'est ça, Julien? On peut dire ça comme ça? Celui qui reste 130 000, on va dire. On va aller sur 130 000. On va ok. Alors, je reviens avec vous, Salim. Donc, vous gérez la com de grandes personnalités politiques. Donc, c'est intéressant de vous avoir en plateau parce que c'est une autre vision de la politique, savoir ce qui se passe un peu derrière et notamment sur les réseaux sociaux. Vous nous avez dit que c'était essentiel aujourd'hui pour un politique de bien savoir gérer ses réseaux sociaux et de communiquer. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'entourent de plus en plus d'équipes de communication digitale. Je vous ai demandé qui étaient les meilleurs pour vous dans la com digitale. Alors, vous m'avez dit bien sûr Rachida Dati, Sarah Knafo, Gabriel Attal aussi. Gabriel Attal. J'allais terminer sur Gabriel Attal, je voulais aussi le féliciter pour sa communication. Bah alors Gabriel Attal, moi aussi je connais son comme je connais celui de Sarah Knafo, Samuel Lafont. Il en a beaucoup aussi, Gabriel Attal. Enzo. Parce qu'il a aussi Louis Jublin qui n'est plus avec, mais qui a fait une très très belle communication pendant des années auprès d'Attal. Il sait s'entourer aussi, Gabriel Attal. Oui. Mais Enzo, je l'aime d'amour. Je les aime tous d'amour, de toute façon, ils sont tous très sympathiques. En vrai, que ce soit à gauche, centre, droite, les équipes en général qui entourent les politiques, ça a bien été reçu, quoi. Qu'on voit courir dans tous les sens et transpirer partout, c'est vraiment des personnes formidables et qui sont à 1000% dans leur boulot, et on ne les met pas assez en avant, justement. On met souvent la personnalité politique elle-même, mais les équipes méritent d'être mises en avant et à l'honneur aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous recevoir. Et je vous avais demandé avant la pause qui était pour vous le pire communicant sur les réseaux sociaux. Je vais pas y échapper, hein, je le sens. Non. Alors moi je dirais, et c'est pas pour retourner dans les municipales, mais je pense Sophia Chikirou. Pourquoi? Quand même. Parce que je trouve que ces vidéos, ces visuels manquent de dynamisme aujourd'hui. Ça parle pas à tout le monde. Et je pense que les créations sont déjà, elle a un rythme qui n'est pas fréquent dans les publications. On la voit peu. On l'entend pas beaucoup. C'est pas une bonne influenceuse, quoi.
Elle pourrait prendre des cours chez vous. Ouais. Non, mais les politiques sont des influenceurs. Mais oui, mais elle n'est pas du tout... C'est les premiers influenceurs de France. Je la trouve pas bonne dans la communication. Ok. Il paraît qu'elle a annoncé aujourd'hui une mesure, enfin pas une mesure, mais elle veut vendre son programme 5 €, c'est ça? Un truc dans ce style? Vous êtes au courant de ça? Non. Non, ok. Super. Mais c'est encore une bonne idée. En fait, pour lire son programme, il faut payer 5 €. D'accord. Voilà. C'est un peu son mime à elle, mais en politique. Voilà, c'est ça. Je vous ai dit, c'est des influenceurs, les politiques. Alors, qu'est-ce qui vous a lancé? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Et qu'est-ce qui vous a lancé? Un jour, vous êtes réveillé le matin, vous avez dit, tiens, je vais être conseiller comme de Rachida Dati, du groupe LR. Non, Comment vous en êtes arrivé là? Ça s'est pas fait comme ça. Déjà, moi, j'ai toujours été très engagé. Il y a quelques années, j'ai travaillé à l'aide sociale de l'enfance, donc l'ASE à Bondy. Donc tous les sujets de jeunesse, je les connais plutôt bien. Et je me suis engagé pour la mairie de Paris au mois de septembre, donc auprès de Rachida Dati, parce que j'avais un besoin d'engagement et j'ai vu à quel point la politique pouvait réellement changer la vie des gens. Voilà. C'est la base de notre société, hein, la politique, c'est vrai. Alors, ce soir, on va parler de la sécurité à l'école. Comment vous percevez l'école à l'époque, quand vous étiez à l'école, du coup? Est-ce que c'était un lieu d'apprentissage sécurisé ou pas du tout? Est-ce que vous êtes déjà senti en danger à l'école? Alors moi, jamais. Honnêtement, jamais en danger à l'école. Par contre, je constate qu'en ce moment et depuis quelques années, il y a un réel sentiment d'insécurité dans les écoles. Je crois qu'on est à 50% des professeurs qui se sentent pas en insécurité, qui se sentent en insécurité, au sein même de leur école. Donc c'est une situation assez problématique quand on veut faire bien son travail, auquel les politiques ne répondent pas toujours. Alors, on revient sur ce qui s'est passé. On a une professeure d'art plastique de 60 ans qui a été poignardée à plusieurs reprises par un élève de 14 ans au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer, mardi après-midi. Touchée à l'abdomen et au bras avec un couteau au Pinel, elle a été hospitalisée avec un pronostic vital engagé avant d'être déclarée dans un état stable. L'adolescent interpellé sur place a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat et a reconnu un geste prémédité tout en exprimant des regrets. Aucune motivation religieuse ou politique n'est retenue à ce stade. Le jeune était suivi en assistance éducative en raison des difficultés familiales. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, je ne sais pas si je le dis bien, Geoffrey, merci, et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se sont rendus sur place. Une cellule psychologique a été mise en place et le collège est fermé, le lendemain. On a l'impression, si je peux me permettre, moi depuis que j'ai commencé cette émission en septembre, que ça arrive tous les mois. Il y a eu un cas comme ça le mois dernier, je crois. En fait, tous les mois, on a l'impression de refaire une émission sur ce qui se passe dans nos lycées, dans nos collèges, dans nos écoles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que... j'ai même pas les mots, en fait. J'ai même pas les mots parce que je comprends pas comment on en arrive à autant de violence aujourd'hui, comment comment les élèves se baladent avec des couteaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France, à votre avis? Je pense qu'il y a déjà un manque de contrôle, d'aide de l'État aussi, mais il y a aussi une responsabilité, je suis désolé de le dire, des parents. Enfin, moi, quand j'allais à l'école, ma mère, elle regardait ce que j'avais dans mon sac, comment j'étais habillé, m'accompagnait sur le chemin de la route. Enfin, là, le collégien, il est quand même retourné chez lui pour prendre un couteau. Il a eu le temps de retourner au collège. Donc, je pense que, d'accord, l'État doit faire beaucoup et mettre beaucoup plus de moyens sur cette question, mais la responsabilité des parents reste quand même très importante. Julien, qu'est-ce que vous pensez, vous est-ce que vous pensez, vous, que c'est une responsabilité des parents, comme le dit Salim? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me mets à la place des parents parce que je suis maman. Et je me dis, si un de mes enfants fait ça, c'est l'enfer le plus total. Mais je veux dire, est-ce que finalement, c'est que de la faute des parents, pour vous? Il y a une faute des parents, il faut le reconnaître. Il y a tellement de parents qui laissent un petit peu à l'abandon leurs enfants, qui ne s'en occupent pas. On le voit déjà par rapport aux réseaux sociaux, l'utilisation d'un téléphone portable sans aucun contrôle, rien du tout. On voit les fréquentations de certaines personnes, on voit aussi les jeux vidéo qui influent aussi sur les jeunes. Il n'y a aucun contrôle spécifique au niveau des sorties. En fait, certains enfants, bien sûr, pas la globalité, ne sont pas bien encadrés. Les fréquentations, ils font beaucoup. La musique, il fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont en relation justement avec ce qui se passe actuellement. Sans parler que il y a plus ce respect aussi au niveau de l'école qu'on pouvait avoir.
il y a un total laxisme. On voit aussi au niveau des répressions pénales, il n'y a plus rien du tout derrière. On n'a plus peur aujourd'hui d'aller en détention, on n'a plus peur d'aller en prison. Quand on va en prison, comment ça se passe? On a accès à tout. Donc, c'est en perpétuelle évolution. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a énormément de faits dans les écoles. Ça n'arrête pas de monter crescendo. Moi, quand je vois certains faits que j'ai vus, aujourd'hui à Sanary, l'enseignante attaquée à plusieurs reprises. Le 24 avril à Nantes, un lycéen a pénétré armé dans l'établissement et a poigné un élève à mort. Le 10 juin, en Haute-Marne, une surveillante a été tuée. 17 ans, 2025, attaquant en un professeur élève a été blessé à couteau. 15 septembre, un lycéen armé intercepté à l'entrée, élève fiché S a été interpellé avec 2 couteaux au moment d'entrer dans son lycée. 24 septembre 2025, un collégien de 14 ans a poignardé une enseignante. 22 février, meurtre. Et je passe tous les détails inimaginables qu'il peut y avoir actuellement dans le milieu scolaire actuellement par rapport à ce laxisme, que ce soit des parents et aussi de ce qui n'est pas mis en place dans les écoles par rapport aux enfants. Mais qu'est-ce qui a fait basculer? Comment on en est arrivé là en fait? Parce que, nous, et sans vouloir dire que c'était mieux avant, mais oui, c'était mieux avant parce que il n'y avait pas autant de drames. Je veux dire, on poignardait pas les profs comme ça dès qu'on n'était pas bien ou dès que ça n'allait pas dans notre tête. Je veux dire, donc qu'est-ce qui a fait basculer la jeunesse aujourd'hui, les étudiants? Alors ils sont pas tous comme ça, évidemment, et heureusement, parce que mais on voit que ça arrive. Et comme vous le dites, vous venez de nous lister là, c'est impressionnant. Donc c'est que ça arrive de plus en plus, et qu'il y en a de plus en plus des gamins qui vrillent, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a basculé? Qu'est-ce qui a fait, à votre avis, ce tournant? Il y a la banalisation de la violence. Déjà, sur les réseaux sociaux. On a accès, on voit de la violence systématique. Les jeux vidéo, mine de rien, on le voit aux États-Unis comment ça se passe, ont une incidence, quoi qu'il en soit, sur les jeunes. Ils ont cet orage. Des choses qu'on voit aussi dans la télé, des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. Les réponses, comme je disais tout à l'heure, pénales, qui ne sont pas ni de ce nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de rien. On se dit, tiens, on va essayer de le faire, on voit que ça passe à la télé, ça passe, on va tenter de le faire. Des jeunes qui ne sont pas suivis. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Il y a tellement de choses que je pourrais dire là-dessus que c'est énorme. Les drogues aussi, ça y fait beaucoup. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le comportement des jeunes qui incitent justement à passer à l'acte. Mais depuis longtemps, moi, il y a 15 ans, j'étais au lycée. Un gars, un jour, il est rentré avec un scooter, avec une arme, pour aller pointer sur un enseignant. On était tous là, et il s'est rien passé. Et en fait, toutes les semaines, il y avait, parce que j'étais dans un lycée un peu chaud, et toutes les semaines, il y avait eu un drame. Soit il y avait des bagarres, soit il y avait des coups de couteau, soit il y avait... Et en fait, il y a un moment où, genre, le préfet, ou je sais plus qui, le maire de la ville, il est venu, il a dit stop, il a mis les policiers devant. Mais en fait, c'est depuis la nuit des temps. Sauf que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc en fait, t'as des jeunes, ils sont matrixés de dire je veux faire comme eux, je veux faire comme eux, je veux faire comme eux. Ils pensent que la vie c'est comme les jeux vidéo, comme il dit, et c'est super dangereux. Et en fait, comme tu disais depuis le début de la saison, à chaque fois les gens du gouvernement ils viennent, ils disent oui on va mettre des choses en place, mais il se passe absolument rien. Et sur beaucoup de sujets, on attend le drame en fait pour avoir des propositions. Il y a 2 semaines on en parlait encore. Il disait oui, mais il y aura des propositions, il y aura tout ça, mais au final, il se passe rien et il y a des drames. Alors justement, Salim, est-ce que pour vous, parce que vous nous dites les parents, il y a une responsabilité des parents, mais est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement a une responsabilité? Qu'est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement aurait dû faire pour éviter ça? Comment le gouvernement peut ralentir ce qui est en train de se passer, cette hémorragie dans nos écoles? Qu'est-ce qu'ils devraient faire et qu'ils ne font pas? Alors oui, évidemment, il y a une responsabilité de l'État aussi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de prévention à faire sur les risques, comment détecter une personne qui a une situation familiale assez compliquée. Là, je crois que l'enfant, il était en relation avec l'ASE aussi. Qu'est-ce que l'ASE? L'aide sociale de l'enfance. Ok. Donc il était suivi. Il avait aussi, on l'a beaucoup laissé sur les jeux vidéo. Il avait des armes blanches dans sa chambre. Donc c'est des comment je peux dire ça, des signaux quoi. Des signaux qu'il faut faire remonter au directeur, au professeur, afin d'éviter une situation comme ça. Et il faut que l'État mette beaucoup plus de moyens pour aider. Donc par exemple avoir la police municipale à l'entrée des écoles, peut-être donner plus de moyens aussi aux surveillants pour pouvoir surveiller les sacs, fouiller. Donc Est-ce que vous pensez qu'on devrait arriver à un moment donné à... moi je vois par exemple aujourd'hui les écoles juives, par exemple, les écoles juives, que je connais bien, puisque moi mes filles sont en école juive depuis qu'elles sont nées, dans chaque école juive, vous avez un sas de sécurité.
C'est comme ça. Enfin, je veux dire, parce que c'est des écoles qui sont sujets à risque, à de menaces. Donc, effectivement, il y a une protection supplémentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les écoles ne devraient pas être logées à la même enseigne ? Il devrait y avoir un SAS obligatoire dans chaque école. Avant de passer la deuxième porte, il faut... Voilà, déjà, vous avez le surveillant qui est là, justement, service de sécurité, qui vous reconnaît, qui ne fait pas rentrer n'importe qui, etc. Pourquoi, aujourd'hui, on ne se rend pas compte que peut-être il faut faire ça dans toutes les écoles ? Je sais pas. Peut-être qu'il y a là, on a attendu d'avoir encore un drame pour avoir 2 propositions de Gérald Darmanin pour avoir une justice beaucoup plus rapide, beaucoup plus ferme. Mais moi, je pense qu'il faut prendre des décisions assez radicales. C'est-à-dire que l'élève devient compliqué, dangereux, il faut l'exclure totalement de l'école et puis peut-être le réorienter vers un service civique pour ne pas l'exclure totalement de la société, par exemple. Alors, on va revenir sur les 2 propositions que vous allez nous expliquer de Gérald Darmanin. Restez avec nous sur Sud Radio et on retrouve tout de suite Salim Benjilani, spécialiste en communication juridique et militant politique, conseiller de com de Rachida Dati et plein d'autres. Et Julien BRK, influenceur engagé sur TikTok. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct pour un sujet très très brûlant. Les élèves sont-ils devenus plus dangereux qu'avant ? Est-ce que c'est l'école qui n'est plus capable d'assurer un cadre sécurisé pour nos professeurs et pour nos élèves aussi ? Parce que faut se le dire aussi, les élèves aussi, du coup ils sont en danger. Quand il y en a qui rentrent avec des couteaux, ça peut aussi faire du mal aux élèves, aux professeurs. On est revenu sur ce qui s'est passé sur une professeure d'art plastique de 60 ans qui a été poignardée à plusieurs reprises par un élève de 14 ans au collège de Sanary-sur-Mer. C'était il y a 2 jours, là, ou hier. Ouais, Hier. Et puis, c'est ce qu'on analysait, c'est qu'on se disait, il y en a finalement tous les mois. Ça devient maintenant, j'ai envie de dire, ça ne choque plus personne. C'est-à-dire qu'en vrai, je trouve qu'il y a une banalisation de ces agressions, de ces tentatives de meurtre, parce qu'il faut le dire, c'est quand on va arriver avec un couteau et poignarder quelqu'un, c'est qu'on veut le tuer. Donc, il y a une banalisation. Vous nous disiez que Gérald Darmanin avait réagi juste après cette agression et qu'il avait proposé 2 mesures, c'est ça ? Alors exactement, il a fait une interview avec 2 propositions, 2 projets de loi. Donc il a proposé d'augmenter le nombre de salles d'audience pour justement pouvoir fluidifier les jugements et notamment diminuer les délais de la procédure judiciaire. Bon ça déjà c'est une bonne chose. Et j'ai une question, le ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait quoi ? Il a proposé quelque chose depuis ça ou pas ? Pour le moment, rien. Ah super, ok. Il était sur place le matin même. Il est intervenu, mais il respecte la procédure en cours et aucune proposition n'a été faite. Mais il veut pas rassurer les parents à travers une prise de parole en disant on va mettre vraiment des choses vraiment en place parce que, comme on disait, là on parle de jugement, on parle de tout ce qui se passe. Oui. Mais on parle pas de avant. Qui se passe ça avant que l'élève rentre dans l'école avec ça. Je pense que, c'est dramatique, mais je pense qu'il faut mettre la police municipale ou mettre des détecteurs, des gens qui fouillent, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait. Donc sécurité, prévention dans les classes. Pardon. Non, mais j'allais dire sécurité, prévention dans les classes, réponse judiciaire beaucoup plus ferme maintenant, un contrôle à l'entrée donc avec la police municipale et la responsabilité des parents qui doit être toujours très présente. Julien, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai pas mal de choses à dire. Donc déjà, effectivement, la police municipale a un rôle qui est très très important actuellement en France parce qu'on voit que les forces régaliennes ont un petit peu laissé tomber les bras au sol et c'est la police municipale qui pallie au manque de fonctionnaires de l'État. Ce qui est un petit peu quand même désagréable, que ce soit toujours les mairies qui doivent pallier à ce manque de sécurité. Mais heureusement que la police municipale est présente. Julien, je précise quand même pour nos auditeurs, parce qu'on en a fait un sujet très intéressant, c'est que la police municipale, en fonction des villes, n'est même pas armée. C'est-à-dire qu'il y a des polices municipales qui sont armées dans une ville et dans l'autre, il n'y a pas d'armes. Donc, alors que c'est vrai, comme vous dites, et vous le dites très bien, c'est les premiers qui arrivent en général sur le terrain. Donc, mais c'est aussi la responsabilité des mairies d'armer et former les policiers justement pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques. Vous pensez après, il faut savoir. Pardon. Non, vous pensez, Julien, qu'on peut éviter ce qui se passe actuellement, cette hémorragie d'agression de nos professeurs aujourd'hui en France ?
Bien sûr. Je pense qu'il y a des mesures à mettre en place et que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, on attend toujours, c'est comme sur une route, on attend toujours qu'il y ait 50 accidents mortels pour faire un rond-point avant d'agir. On attend toujours que ça soit trop tard, malheureusement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des mesures à mettre en place qui sont très importantes et je vais même vous en citer quelques-unes. On voit un petit peu déjà aux États-Unis comment ça se passe et là-bas, il y a des faits très très graves. Après, c'est pas pareil, c'est pas le même niveau, mais je vais vous expliquer quelque chose. Ce qui fonctionne actuellement aux États-Unis, c'est un contrôle d'accès à des détecteurs de métaux. Ils ont même mis en place des sacs transparents. Ils sont allés jusqu'à là, pour vous dire jusqu'à où c'est parti. Ils ont des policiers scolaires dédiés qui sont présents systématiquement sur le site. Ils ont une tolérance zéro pour toute arme dans l'enceinte scolaire. Ils ont des cellules d'évaluation des menaces pour repérer les élèves à risque avant le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont spécialisées par rapport à ça. Vous avez aussi des professeurs qui sont formés parce qu'aujourd'hui, on a évolué. Et je pense qu'il faut mettre des formations complémentaires pour les professeurs pour justement voir certaines actions qu'on peut voir avec certains jeunes. Ce qu'il faudrait faire, moi je pense, en France actuellement, pour pallier à tout ce qui se passe et avec l'augmentation des attaques au couteau, et je pense que c'est pas fini d'augmenter, il faut mettre systématiquement des portiques dans les établissements scolaires. Donc l'État a eu une réponse dernièrement en disant tiens, on va faire des tests dans certains endroits. Les tests, excusez-moi du terme, on n'en a rien à battre. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des faits concrets pour que justement on ne puisse plus voir de tels faits qui se reproduisent. Donc, il faut des portiques ciblés dans les établissements. Il faut mettre, moi je pense, ça c'est moi personnel, des agents de sécurité dans les établissements scolaires qui sont habilités à faire des palpations de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on peut éventuellement visualiser dans les sacs, mais les personnes de sécurité au niveau des entrées, ça serait super. On fait des palpations de sécurité, on vérifie dans les sacs, on met les portiques avec les détecteurs, tout ça pour passer comme on va dans certaines mairies ou dans certains endroits, justement. Et comme ça, justement, on va pouvoir diminuer le nombre de personnes qui va tenter de rentrer avec des armes, que ce soit un couteau ou un couteau même en porcelaine qui ne serait pas détecté. Après, je pense qu'il faut avoir des agents de sécurité aussi qui ont des moyens de répliquer, une matraque ou une bombe lacrymogène. Je ne parle pas d'armes létales, il ne faut pas aller jusqu'à là. Il faut mettre des cellules de prévention permanente dans les écoles, justement pour aller au-delà de tous ces problèmes-là. Et il faut aussi avoir des policiers qui viennent encore plus dans les écoles pour faire de la prévention et aussi peut-être, parce qu'on va y venir au fur et à mesure, avoir des policiers dans les écoles, quoi qu'il en soit, justement avoir cette présence policière et ou avoir des services de police qui sont justement devant les écoles, qui sont à proximité pour intervenir en cas de danger et pourquoi pas mettre aussi un bouton de sécurité comme vous avez dans certaines administrations en cas de problème d'appuyer directement pour faire le signal d'alarme. Voilà, tout simplement. Je pense que déjà si on met ces mesures en place... Et pourtant, si je peux me permettre, les plus grandes fusillades scolaires, enfin qu'il y a eu dans les endroits scolaires, c'est aux États-Unis. Oui, effectivement, parce que là-bas, on peut avoir une arme facilement. L'arme, là-bas, c'est considéré comme son petit copain. Donc, tout le monde peut détenir des armes facilement. Et là-bas, ils sont dans une optique destructrice quand ils utilisent les armes. Ils sont totalement... on l'a vu, tous les cas qu'il y a eu, c'est par rapport aux jeux vidéo, par rapport à certaines personnes qui étaient dans l'extrême aussi. C'est pour ça qu'ils mettent en place beaucoup de choses. Mais actuellement, ce qu'ils ont mis en place a permis quand même, tous les jours, d'arrêter les personnes qui sont armées, d'arrêter les personnes avec des couteaux et justement empêcher certaines personnes de rentrer à l'intérieur par rapport à tout le périmètre de sécurité qui est mis en place par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut arriver à des mesures drastiques comme aux États-Unis, vous ? Lesquelles ? Ce qu'il vient de dire Julien. Moi, je pense la police dans les écoles, etc. Moi, je pense que les agents de sécurité visibles dans les établissements, ça peut être très intéressant, notamment dans les établissements sensibles pour commencer. Le contrôle à l'entrée et la police municipale également à l'entrée pourraient être des mesures qui sécuriseraient les établissements, oui. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les sanctions actuelles... Parce que finalement, ce gamin-là, qui a 14 ans, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ils disent qu'il a fait de la garde à vue. Aujourd'hui, mercredi soir, 20h37, il est où ? Est-ce qu'on sait où il est ? Moi, je ne sais pas du tout où il est. Comment, Julien ? Je peux prendre la parole par rapport à ce jeune de 14 ans qui est en garde à vue. Allez-y. Alors, il faut savoir que ce qui est déjà bien avec ce jeune-là, c'est que déjà, il y a une préméditation. Donc, on va dire que ce jeune-là l'a pas fait sur un coup de folie, comme on le sait d'habitude, comment ça se passe généralement quand on voit du terrorisme ou autre. Donc déjà, ça, c'est une très bonne chose. Il a 14 ans. Qu'est-ce qui va se passer ? Encore malheureusement, les excuses de la minorité, comme d'habitude. Il va être jugé comme un enfant de 14 ans. Donc, de vous à moi, là, actuellement, il est en garde à vue. Peut-être qu'elle sera prolongée ou pas. Après, à partir de l'âge de 14 ans, il peut être placé directement aussi en détention, il faut le savoir. Il pourra avoir une peine. Mais croyez-moi, il ne va pas avoir grand-chose.
croyez-moi, il ne va pas avoir grand-chose. Et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc vous pensez qu'il y a un problème aussi au niveau de la justice par rapport aux mineurs, peut-être ? Alors effectivement, aujourd'hui, on a un gros problème avec les mineurs, c'est le problème de la minorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 13, 14, 15 ans, on ne sera pas jugé comme un adulte. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un de 14 ans, 15 ans, regardez ce jeune de 14 ans, foncièrement, il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il allait tenter de retirer la vie, voilà, de prendre un couteau, de faire du mal. C'est-à-dire que quelqu'un de 14 ans ou même 15 ans, moi je vous présente mon fils, il fait 1m85, il a une force herculienne, il va vous frapper, c'est comme si c'est un homme qui frappait. Et il va vous faire mal, c'est pareil. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec ces peines qui sont réduites, minimisées, et il faut mettre des peines dignes de ce nom pour faire des exemples aussi aujourd'hui, parce qu'on en a marre d'avoir des excuses de la minorité, des excuses de ci, des excuses de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer au cap supérieur, et on le voit dans tout ce qui se passe au niveau des actualités, systématiquement, quand il y a des attaques au couteau et quand il y a quelque chose, les gens, ils s'en sortent toujours, il y a toujours du sursis, il y a toujours ci, il y a toujours ça, et ça devient compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire vraiment une justice, qu'on ne rigole pas, qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, si je fais quelque chose, je sais que je m'attends à prendre 20 ans de prison, mais 20 ans de prison ferme. C'est ça que je pense que les gens, ils attendent. Mais est-ce qu'à 14 ans, on est assez mature pour se rendre compte, finalement, de ce que c'est 20 ans de prison ? Est-ce que 14 ans... c'est ouf, quoi. Je veux dire, c'est 14 ans. Je veux dire, je sais pas. Est-ce que vous pensez pas qu'il faut faire un peu plus de prévention sur les jeunes à l'école ? Est-ce que je sais pas. Je me dis, un gamin de 14 ans, on va le foutre 20 ans en tôle. Enfin, je veux dire, on va lui. Si, pour moi, ça doit passer vraiment par la prévention au début, avant de passer par les sanctions. Dans les classes. Oui, la prévention, c'est très bien. La prévention, c'est bien. Il n'y a pas à dire, effectivement. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des forces de police, effectivement, qui passent dans les écoles, qui expliquent certaines choses, les prendre en main, faire un passage dans certains endroits. Oui, mais vous savez, la prévention, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre un petit peu de répression. Parce que regardez, les délinquants, à partir du moment qu'on commence, ces jeunes personnes, j'appelle ça un délinquant, j'appelle ça un criminel, pour tenter d'ôter la vie à quelqu'un, il avait déjà un petit peu des antécédents. C'est quelqu'un qui était suivi, qui avait des problèmes, peut-être familiaux ou autres, il a eu des placements, il était dans un foyer, et on sait très bien comment ça se passe dans les foyers. Ce sont des personnes qui commencent déjà à vous planter quelqu'un, déjà la tentative de tuer, qu'est-ce qui va se passer ? Il va repartir, il aura plus peur peut-être de recommencer, on voit toujours la récidive est toujours présente malheureusement. Mais la prévention, c'est très important. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais un problème à un moment donné, c'est que la prévention, c'est bien gentil, mais à un moment donné, je pense qu'il faut passer un petit peu au supérieur. Mathias, comment ça réagit sur les réseaux ? Justement, il y a une réaction par rapport à ça. C'est qu'il y a une dame qui écrit comme quoi, il y a 2 mois, elle a retiré ses 2 filles de 12 et 8 ans des écoles. Maintenant, elle fait l'école à domicile tellement elle a peur pour ses enfants. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent se le permettre, d'autres non, qui font l'école à domicile. Et c'est triste d'en arriver là. Et là, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle a trop peur pour ses filles, donc elle les a retirées de l'école. Est-ce qu'on pourrait pas faire plus de vidéos aussi, par exemple sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de vidéos? Parce que vu que les enfants sont constamment sur les réseaux, alors là il y a une loi qui est en train de passer, donc il y a une proposition de Gabriel Attal, je crois qu'elle est passée d'ailleurs. C'est en cours. La loi Attal, pour interdire les mineurs de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça va aider les choses? Ça peut aussi, parce qu'à 14 ans on n'a peut-être pas tous ces neurones encore en place, donc je parle au conditionnel, je veux dire heureusement que tout, voilà, mais il peut arriver chez certains à cause de leurs problèmes familiaux, à cause de plein de choses, qu'ils soient plus sensibles, plus faibles et plus, on ne sait pas. Donc est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose de retirer les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans? Alors oui, je pense, j'y suis favorable, et je pense aussi qu'il y a une responsabilité des plateformes sur les contenus proposés sur les jeunes. Des contenus toujours de plus en plus violents. Déjà qu'on sait qu'on est dans une société qui devient de plus en plus violente. Donc je pense que la responsabilité repose aussi sur les différentes plateformes. Julien, vous pensez, vous, que c'est une bonne idée, cette loi ? Effectivement, c'est une loi très intéressante d'interdire les réseaux sociaux. Moi, je serais monté même un petit peu plus haut je serais monté peut-être un petit peu plus haut, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant tout ce qu'on peut voir, à tout ce qu'on a accès. Parce que quand on voit déjà sur la plateforme TikTok, moi, je vois des jeunes de 12 ans, 11 ans ou 10 ans, et ce qu'on voit, ce qui se passe des fois, il y a des choses à caractère sexuel. On voit des agressions, on voit aussi des happy slapping, c'est des vidéos de violence qui sont reproduites sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas bloquées, je ne sais pas pourquoi. On voit des personnes qui vendent de la drogue, usage de la drogue, je vous passe tous les détails inimaginables. Donc je pense que les réseaux sociaux, c'est un réel
danger qu'il faut les interdire, je pense, à tous les mineurs et les accéder plus aux majeurs ou réglementer, c'est-à-dire qu'ils aient un accès vraiment restreint par rapport à certaines choses. Voilà, sans pouvoir mentir spécialement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire croire facilement qu'on a 18 ans alors qu'on a 12 ans ou 13 ans. Est-ce que vous pensez que c'est ce genre de problème, quand il y a ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce qui se passe dans les écoles en France vient plus de l'autorité dans l'école et de ce qui se passe à l'intérieur de l'école ou de l'environnement familial Est-ce que c'est l'école qui va être plus laxiste ou est-ce que c'est les parents qui sont de plus en plus laxistes pour vous ? C'est les parents et le délaissement de l'État sur ces sujets, je pense. Et les professeurs, on leur dit quoi, ces gens-là ? Les professeurs, malheureusement, c'est eux qui se font attaquer aujourd'hui. Donc, c'est eux qu'on doit protéger, je pense, avant tout. En fait, moi, je serais curieux de savoir d'où vient, en pourcentage d'élèves qui sont passés à l'acte, d'où vient la cause. Ça vient de quoi ? Ça vient des parents, ça vient des écoles, ça vient de l'enfant lui-même. Et en fait, c'est ça qui est dramatique. On peut pas savoir. Parce que les parents, tu peux pas accuser des parents. Ça doit être vraiment terrible aussi pour les parents. J'imagine l'état des parents. C'est pas. Ça doit être dur. Je pense. C'est horrible. Ça va être horrible, c'est sûr. Mais il y a bien une cause de ça, quand ils font les enquêtes, quand ils font tout ça, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'enfant si. Déjà, s'il était suivi par l'aide sociale de l'enfance, c'est qu'il y a eu des problématiques, il y a un problème de base, au sein de sa famille. Et est-ce qu'il ne faudrait pas créer davantage de structures spécialisées pour les élèves violents ? Justement, peut-être sortir les élèves violents du cursus normal, de les mettre dans une école peut-être spécialisée, avec plus de profs, avec plus de surveillants, avec plus de personnes... des éducateurs, pour les encadrer. Voilà, c'est ça. Oui, complètement. Des psys, parce que, moi un jour, par exemple, j'ai appelé une école pour une de mes filles où je demandais à ce qu'elle voit pour que ma fille voie le psy. On aurait dit que c'était le parcours du combattant. Je veux dire, je voulais juste que ma fille aille rencontrer le psy de l'école et elle a jamais vu. Attends, encore la consultation. Non, mais c'est vrai qu'il y a un manque aussi d'accompagnement. Et je pense par ailleurs que le service civique peut être aussi une solution dans tout ça, parce que ça reste quand même un beau projet où les jeunes s'engagent. Moi, j'ai fait 1 an à l'école de l'enfance. C'était super et j'ai découvert plein de monde. Et je pense que ça peut être une réponse aussi à toute cette violence qui ne fait que grandir dans notre société. Et toi, Magali, tes filles, elles sont en école juive. Tu disais qu'il y avait un SAS. Est-ce que dans ces écoles-là, il y a des drames comme ça, ou grâce à ces SAS, ces compagnies Il y en a moins. Moi, je vais dire la vérité. Moi, dans une école juive, j'ai jamais entendu un élève poignarder. Ouais, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en place. C'est vrai qu'il y a un service de sécurité qui est quand même mis en place, beaucoup plus renforcé. Et puis les enfants vivent. Parce qu'on leur explique. Ils font des exercices. S'il y a quelqu'un qui rentre, si vous êtes embêté, vous allez voir telle personne. Il y a des gens de sécurité. Enfin bref, il y a des choses qui sont mises en place. Ça, c'est vrai. Et franchement, mais c'est pour ça que ça me révolte de me dire que il y ait que dans les écoles juives qu'il y ait cette sécurité mise en place et qu'il faudrait finalement qu'il se soit mis dans toutes les écoles, quels qu'ils soient. Je veux dire, c'est ouf. C'est ça qui est. Mais comme disait Julien, malheureusement, le problème, c'est qu'on attend qu'il y ait 50 morts avant de faire une manifestation et que certains se réveillent et fassent quelque chose. C'est ça qui est triste aujourd'hui. On va en parler quelques jours et puis après, ça va devenir. Oui, et puis il y aura un drame le mois prochain. Il va y avoir un drame. On va avoir 3 propositions d'un nouveau gouvernement et puis ça va être comme ça, ainsi de suite. Et sur tous les sujets qu'on traite depuis le début de la saison, Magali, je sais pas si tu as cette impression, il y a rien qui se passe. À chaque fois, on traite des sujets différents. Ils nous disent, oui, ils vont faire des choses, et au final, on voit rien. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Il y a quand même des choses qui sont mises en place. On reçoit pas mal de députés qui viennent défendre leurs propositions de loi, quand même. Donc, aujourd'hui, les députés font un vrai travail sur les propositions de loi. Donc, je peux pas dire qu'il y a rien non plus, parce que ça serait pas juste. Je veux dire, il y a des gens en politique qui foutent rien, et il y en a d'autres qui sont très engagés. Je veux dire, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On est quand même dans un système politique assez bloqué en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est quand même très fracturé. Donc pour faire passer des propositions ou des projets de loi, c'est très complexe aujourd'hui. Là, le budget, ça fait combien de temps qu'on discute du budget ?
Oui. Ça fait des mois et des mois. Voté, là, il a été voté. Ouais. Mais on a attendu quand même pas mal de temps. C'est ce que nous disait Prisca Thévenot sur la validation de la loi, justement, sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, où il y a eu un petit accrochage avec Louis Boyard, qui refusait totalement la proposition de loi parce que, elle disait, elle ressentait que c'était juste parce que, voilà, c'était pour embêter, parce que c'était pas le même parti, etc. C'était une proposition de la partie adverse. Non, mais ils sont trop dangereux, ces gens-là. Ils sont déconnectés de ce qui se passe. C'est faire du buzz, alors qu'il y a des enfants qui souffrent de ça, des réseaux sociaux des moins de 15 ans. Et des gars comme Louis Boyard, etc., qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le gars, c'est juste pour faire du buzz. C'est juste pour entendre parler de lui, et après, il va avoir son petit buzz, il va faire ses edits TikTok, Instagram et tout. Mais au final, ça sert à rien, et les gens, ils souffrent encore, et les gens, ils meurent. C'est vrai. Et c'est surtout qu'ils sont dans le blocage permanent, en fait. Dès que ça vient pas de leur parti, ça les intéresse pas. Est-ce que... Pardon, excusez-moi, ce que je trouve regrettable, c'est que des fois, quand on veut faire quelque chose au niveau de l'État, on le fait. Des fois, on le fait directement, ça pose pas de problème. Et là, j'ai l'impression que pour certaines mesures, ils mettent du temps quand même à réagir. Alors, on parle de budget, etc., mais ça n'empêche que pour donner des milliards dans certains pays, on le fait. Mais pour mettre de la sécurité sur le territoire français, sur la voie publique ou dans nos écoles, ils ont un petit peu plus de mal à le faire quand même. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Et quand je vois les mesures du gouvernement par rapport à l'éducation nationale, parce que j'ai deux ou trois lignes, le gouvernement et l'éducation nationale ont renforcé la sécurité dans les écoles avec des contrôles de sacs et de fouilles ciblés et aléatoires, des protocoles disciplinaires stricts pour tous les élèves porteurs d'armes et des plans de prévention pour repérer et accompagner les élèves en détresse, des portiques de sécurité expérimentaux, le recrutement de psychologues, il y en a un pour 4 collèges ou 4 lycées, je suis désolé, infirmiers, assistants éducatifs supplémentaires, je ne les ai pas encore vus parce que des fois quand je vais voir mon fils, c'est impressionnant, ainsi que la création d'une cellule de prévention pluridisciplinaire complémente ces mesures. Malgré cela, les experts estiment que les moyens restent insuffisants face aux violences graves et récentes. Et je vais même vous dire quelque chose, si je peux me permettre. La dernière fois, je suis allé à l'école par rapport à mon fils, qui est rentré avec un sac et qu'il avait oublié avec des outils. Donc j'ai été convoqué, bien sûr, chez le directeur. Donc il a voulu virer directement mon enfant parce que il l'a donné directement. Donc il a dit non, il faut qu'on fasse des exemples. Et je lui ai expliqué quelques petites mesures à mettre en place. Pourquoi pas mettre des portiques, tout ça. Ah, mais vous comprenez, ou le temps qu'il faut passer devant, ce qu'il faut faire. Il faut pas tomber dans le sécuritaire. Je dis, monsieur, vous avez vu ce qui s'est passé quand même? Oui, mais non. Nous, vous savez, c'est pas l'extrême ici. Enfin bref, voilà un petit peu le discours de certains directeurs dans les écoles et ça fait peur, quoi. Après, ça peut s'entendre aussi par rapport au flux d'entrée et de sortie dans les écoles. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui entrent. Est-ce qu'il vaut mieux faire perdre un petit peu de temps aux élèves et accorder une sécurité complémentaire avec des portiques et un moyen de sécurité pour contrôler tout ça, ou mettre tout en masse comme ça pour que tout le monde rentre et s'apercevoir qu'il y a encore des problèmes à l'intérieur, à coups de couteau, voire même avec des armes létales. Donc à un moment, il faut juste se poser les bonnes questions. Non, vous avez raison, mais ça demande une réorganisation et c'est pas si simple à faire dans tous les collèges, lycées et écoles de France. Ils ont réussi à mettre des portiques de sécurité à la collégiale Notre-Dame à Paris. Il y a des centaines de milliers de visiteurs par jour, donc c'est pas 20 000 élèves par jour qui vont faire un flux. Ils vont perdre 1 heure et ils commenceront 1 heure plus tard. Mais est-ce que pour vous aujourd'hui, être professeur, c'est devenu un métier dangereux? Moi, je pense que je peux dire oui, en vue de l'actualité. Je pense que même les profs se sentent grandement en insécurité. J'ai donné le chiffre tout à l'heure, 50% des professeurs. Et une question qui est peut-être un peu bête, mais est-ce que quand on forme les profs à devenir profs, est-ce qu'il y a une formation aussi sur leur sécurité? Alors je suis pas sûr, il faudrait vérifier. Florian, il va vérifier, le producteur de l'émission. Non, mais parce qu'aujourd'hui, mais ça sera intéressant de l'avoir dans... Les métiers à risque, les policiers, par exemple, on leur apprend à se battre. Je pense que les pompiers, ils ont une petite formation aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... Se défendre, pas se battre, à se défendre. À se défendre, oui. Bravo. Parce que Magali, elle a appris à se battre. Moi, j'ai appris à me battre, moi. Non, mais c'est triste qu'être prof, si on dit qu'on apprend aux policiers à se battre... Avec tout ce qui se passe actuellement, on va dire que les policiers frappent les gens, etc., alors qu'ils se défendent dans le cadre de la légitime défense. Vous avez raison, c'est important de le dire. Bonne rectification. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que malheureusement, on en arrive là, on en arrive à dire que nos profs aujourd'hui sont en danger au même titre que les autres métiers à risque? C'est triste, mais oui, ils sont en danger, et c'est d'autant plus triste que le cœur du métier d'un professeur, c'est de transmettre, de partager son savoir. Donc c'est effectivement très triste d'en arriver là aujourd'hui.
Alors, Florian me dit qu'il y a une formation qui existe aujourd'hui au niveau des professeurs, mais sur la santé. Ouais, la santé et la sécurité au travail, mais pas vraiment avec les élèves. C'est plutôt leur environnement de travail. Non, mais c'est dingue où on en arrive en fait. Hein. Non, mais enfin, surtout ce que tu as dit, que instituteur, c'est devenu un métier à risque. Alors qu'ils sont là pour apprendre la vie, enfin l'école, etc. C'est ouf. Au collège et au lycée, même pour les lycéens, c'est un danger d'être à l'école par rapport à ce qui se passe au niveau du harcèlement scolaire et toutes les brimades qu'on peut avoir. Et effectivement, les professeurs, c'est un réel danger pour eux par rapport à certaines réactions de certains élèves qui sont aussi endoctrinés par les réseaux sociaux, par la violence, par leur entourage. Et effectivement, ça aussi. Donc c'est pour ça que je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faudrait faire des formations complémentaires pour les professeurs dans ce domaine-là, pour détecter et aussi, pouvoir appréhender plus facilement ce genre de choses avec les élèves et les détecter plus facilement aussi. Alors, on va passer tout de suite à nos questions Flash and Cash. Je le fais à l'américaine, hein, et j'ai même un jingle. Les questions Flash et Cash. C'est la classe. Si un jour on m'avait dit que j'allais avoir un jingle sur Sud Radio, c'est incroyable. Alors, les questions Flash and Cash, c'est des questions simples, réponses simples, voilà, directes. On parle français, quoi. Sans filtre. Julien BRK. Laurent Nunez parle d'un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Faut-il durcir encore la loi ou reconnaître que l'autorité de l'État est déjà en train de s'effondrer ? Il faut durcir encore la loi concernant les refus d'obtempérer. Donc il faut durcir la loi. Il faut durcir la loi et aussi l'action des forces de l'ordre concernant les refus d'obtempérer avec des façons différentes d'intervenir sur les véhicules. Salim Benjilani, quand les rats envahissent toujours plus les rues de Paris, est-ce un simple problème d'hygiène ou le symbole d'une ville devenue incontrôlable ? Alors, je vais juste préciser que je parle en mon nom et pas, oui, bien sûr. pas le porte-parole de Parce Rachida que vous n'êtes Dati. pas sur la liste on le précise, de Rachida. Donc, c'est un manque de... C'était quoi Alors, la est-ce deuxième que question ? c'est un simple problème d'hygiène ou le symbole d'une ville devenue incontrôlable ? Ah non, c'est le symbole d'une ville devenue incontrôlable, sur la propreté notamment. Julien BRK, un collier IA a été présenté comme un ami pour lutter contre la solitude. C'est ouf là. Je veux pas avoir un collier moi aussi ou pas. Est-ce une innovation utile ou une exploitation inquiétante du mal-être social ? Une exploitation du mal-être social et c'est de pire en pire l'intelligence artificielle et tout ce qui est robotique. C'est ce qui portera notre fin dans le monde, je crois. Ah carrément. Ah bah oui, parce qu'à un moment donné, on va justement, c'est l'intelligence artificielle qui va aller au-dessus de tout, et c'est là où ça fait peur. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec toutes ces choses-là. Il veut mettre des ronds-points partout, Julien. Il disait parce que... On a fait un sujet sur l'IA la semaine dernière, c'était hyper intéressant. Plus des policiers, surtout plus de policiers, plus de policiers, moi je veux. Il est pro-police, Julien. Ouais. Non mais on les aime nos policiers. Heureusement qu'ils sont là quand même, parce que sinon on serait pas dans la merde. Hein. On les applaudit au Bataclan et on leur crie dessus. Quand ça c'est sûr. C'est vrai que l'IA, ça déshumanise complètement. Ouais. Bah, c'est des amis imaginaires. Oui. C'est ça, hein, c'est des amis imaginaires. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est ce qu'on disait la dernière fois. On fait tout avec l'IA. Qu'est-ce qui se passe demain ? Comment est-ce que je vais faire ? Fais-moi un courrier, fais-moi ci, bientôt fais-moi un câlin, fais-moi. C'est comme ça aujourd'hui l'IA, malheureusement. Mais oui, c'est vrai. Et même les influenceurs, ils font leurs photos avec de l'IA. Je mets jamais de filtre, je suis toujours naturel, moi. J'ai pas besoin de ça. Alors, Salim Benjilani, quand des Français sont cités dans le dossier de Jeffrey Epstein, doivent-ils se mettre immédiatement en retrait de leur fonction ou attendre une décision de justice avant toute démission ? Attendre une décision de justice avant toute démission. Ok. Parce qu'on ne sait pas dans quel cadre ils ont été en contact avec... J'ai toujours du mal à dire son nom. Jeffrey Epstein. Epstein. Ouais. Et vous, Julien, vous en pensez quoi ? Est-ce que quand des Français sont cités dans le dossier Jeffrey Epstein, doivent-ils se mettre immédiatement en retrait de leur fonction ou attendre une décision de justice avant toute démission ? En justice avant toute démission, je pense. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Donc tant que la personne n'est pas condamnée, pas de débat. Il n'y a pas de débat. Respect de la présomption d'innocence. Alors merci beaucoup.